Alors, je voudrais essayer de dégager l'éthique qui a présidé au niveau planétaire à la gestion de la pandémie, et éthique qui a consisté à considérer que s'il y a des risques mortels pour certains, même très peu, il faut que les autres soient solidaires, c'est-à-dire s'enferment, arrêtent leurs activités, arrêtent leurs rencontres, leurs réunions, etc., même avec les précautions. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est clair que dès le début, avec les masques, les gestes, les distances, etc., et il était possible, et il est possible de continuer à vivre, mais les mesures à peu près unanimes ont été de poser que par solidarité pour ceux qui sont à risque, il faut que ceux qui ne courent pratiquement pas de risque ou qui, tombant dans ce risque, en sortiraient sans difficulté, puisque contrairement à la peste, cette pandémie n'est pas mortelle à 100%. Le pourcentage des décès est très faible. Le pourcentage des gens parmi ceux qui meurent, et qui meurent très âgés, le pourcentage parmi eux de ceux qui ont des comorbidités très importantes, je n'ai pas envie de lancer dans les chiffres, et ils sont accessibles, Santé France les donne régulièrement. Et donc, examinons plutôt la dimension éthique. Alors bien sûr, il y a un pays qui s'en tire parfaitement, c'est la Chine, mais la Chine, on ne peut pas considérer ce pays du point de vue éthique, puisque le pouvoir totalitaire peut disposer de ses habitants comme il veut. D'un coup de sifflet, il peut confiner 10, 15, 60 millions d'habitants et il peut ensuite les remettre au travail de façon diverses et variées. C'est pas une référence, si vous voulez. Le Vietnam serait une référence, et d'ailleurs il s'en tire très bien, sans confinement, mais avec une rigueur dans le pistage des cas dès le début, etc. Mais restons à ce principe éthique qui, finalement, est suivi d'une façon ou d'une autre par à peu près tous les pays plus ou moins démocratiques, c'est-à-dire mettant la démocratie, la solidarité au premier plan. Et ce qui préside à cette éthique, c'est qu'il faut que ceux qui ne courent pas de risque, finalement, payent par leur retrait, leur interruption de leur vie sociale, pour que les salles de réanimation ne soient pas débordées, que donc il n'y ait pas à rejeter des malades. Et d'abord déjà, ça indique que l'alternative est assez brutale, parce que on pourrait dire il n'y a qu'à doubler les hôpitaux d'hôpitaux de campagne, faire en sorte qu'on dispose de respirateurs, et que donc, par principe, on mette l'argent suffisant pour que les structures hospitalières redoublées puissent accueillir tout le monde, et on ferait face à l'épidémie. Et les sommes inouïes qui ont été investies pour réparer les dégâts chez ceux qui ne couraient pas de risque, le centième de ces sommes aurait suffi. Or, ce calcul n'est pas fait.
et comme si il était hors jeu, il n'entrait pas dans la logique médicale, le discours médical, qui est le vrai directeur, le vrai gouvernant de la plupart des pays. Discours médical, santé d'abord, pouvoir soigner les malades, donc enfermer tous les autres, etc., baisser le taux de contamination, enfin tout ce qu'on sait. Autrement dit, déjà, ça enlève toute possibilité de discussion. On ne discute pas. D'ailleurs, c'est un des problèmes de plus en plus fréquents que rencontrent des malades, pas de Covid spécialement, mais des malades à l'hôpital. On ne discute pas. On est face à un système qui a sa logique, le système médical, et comme en plus vous êtes diminué puisque vous êtes malade, vous n'avez qu'à supporter. À supporter parce que en face, c'est un discours technique. Et si vous parlez d'autres dimensions, etc., le mieux qu'on peut faire, c'est avoir une écoute, mais on n'a pas le temps quand même de vous écouter longtemps. Donc, vous êtes traité par la technologie matérielle ou verbale, la logique du discours médical. Et cette logique, donc, ne laisse pas d'alternative. On ne va pas investir, doubler les hôpitaux, etc. À la rigueur, on veut des crédits de plus, mais pas une refonte structurale ou simplement une augmentation des capacités de façon massive. Autrement dit, le corps social est traité comme un corps unique d'un seul tenant qui est malade, avec des parties, des fragments de ce corps qui, elles, sont très nécrosées, un petit peu, qui risquent d'être gangrenées, etc. Et donc, il faut bloquer le corps tout entier et d'un seul bloc, parce que les morts qu'il y aurait par cette pandémie, ces morts signifieraient d'emblée un reproche au pouvoir pour n'avoir pas pris toutes les mesures possibles, dont le confinement, pour que ces morts soient évitées. Autrement dit, le principe sous-jacent, c'est il ne faut pas que les responsables, que les pouvoirs soient réprochables. Il faut qu'ils soient irréprochables. C'est-à-dire qu'ils aient montré qu'ils ont pris la mesure maximale pour que, s'il y a quand même des morts, eh bien, on ne peut pas les leur reprocher. C'est très important de comprendre ce qu'on paye. On paye pour que les salles de réanimation ne soient pas débordées parce que les doublés d'hôpitaux de campagne, c'est compliqué, c'est lourd, c'est pas envisageable. On ne sait pas pourquoi. Et puis, parce qu'il faut la mesure maximale pour que les morts qui auront lieu quand même ne puissent pas être reprochés aux responsables. C'est ça. C'est de cet ordre. C'est un principe d'innocence. Il faut que les pouvoirs soient innocents. Autrement dit, ça exclut une dynamique complexe où les gens vivent. À la rigueur, les gens qui auraient poursuivi toutes leurs activités avec des précautions auraient pu donner de l'argent pour qu'on puisse doubler les hôpitaux, qu'on puisse faire face, etc. Et qu'il y ait les morts qu'il y aurait, de toute façon, en attendant le vaccin, un meilleur dépistage, en attendant des améliorations. Mais non, c'est exclu, parce que c'est à l'instant T0 que les pouvoirs doivent être non reprochables, irréprochables. Et c'est ce qui a lieu. Et évidemment, ils doivent être irréprochables, parce que s'ils sont reprochables, si on peut leur faire
des reproches là-dessus, c'est d'emblée le reproche maximal. Vous êtes des assassins, vous avez laissé mourir des gens qui auraient pu ne pas mourir. Et c'est l'éviction. L'exemple de l'élection américaine le confirme. En général, un président est réélu. C'est le seul cas où un président n'est pas réélu. Bon, c'est vrai qu'il était spécial, mais c'est surtout que un reproche énorme lui est tombé dessus. Il n'a pas fait tout ce qu'il fallait.